petites choses d'Alphonse Daudet, Histoire d'un enfant. C'est un de mes mots que les souvenirs que me donnent les lieux. J'en suis frappé au-delà de la raison. Madame de Sévigné à Paul Dalloz. Chapitre 1. La fabrique. Dans une ville du Languedoc où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et 2 ou 3 monuments romains. Mon père, M. Essette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards, avait, aux portes de la ville, une grande fabrique dans un pan de laquelle il s'était taillé une habitation commode, tout ombragée de platanes et séparée des ateliers par un vaste jardin. C'est là que je suis venu au monde et que j'ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie. Aussi ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir, et lorsqu'à la ruine de mes parents il m'a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres. Je dois dire pour commencer que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Essette. La vieille Anou, notre cuisinière, m'a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d'un de ses clients de Marseille qui lui emportait plus de 40 000 francs. Si bien que M. Essette, heureux et désolé du même coup, se demandait comme l'autre s'il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille ou rire pour l'heureuse arrivée du petit Daniel. Il fallait pleurer, mon bon M. Essette, il fallait pleurer doublement. C'est une vérité, je fus la mauvaise étoile de mes parents. Du jour de ma naissance, d'incroyables malheurs les assaillirent par 20 endroits. D'abord, nous eûmes donc le client de Marseille, puis 2 fois le feu dans la même année, puis la grève des ourdisseuses, puis notre brouille avec l'oncle Baptiste, puis un procès très coûteux avec nos marchands de couleurs, puis enfin la révolution de 1800 et quelques qui nous donna le coup de grâce. À partir de ce moment, la fabrique ne battit plus que d'une aile. Petit à petit, les ateliers se vidèrent. Chaque semaine, un métier à bas, chaque mois, une table d'impression de moins. C'était pitié de voir la vie qui s'en allait de notre maison comme d'un corps malade, lentement, tous les jours un peu. Une fois, on n'entra plus dans les salles du second. Une autre fois, la cour du fond fut condamnée. Cela dura ainsi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, la fabrique agonisa. Enfin, un jour, les ouvriers ne vinrent plus, la cloche des ateliers ne sonna pas, le puits à roue cessa de grincer, l'eau des grands bassins dans lesquels on lavait les tissus demeura immobile, et bientôt, dans toute la fabrique, il ne resta plus que monsieur et madame Essette, la vieille Anou, mon frère Jacques et moi. Puis là-bas, dans le fond, pour garder les ateliers, le concierge Colombe et son fils le petit Rouget. C'était fini, nous étions ruinés. J'avais alors 6 ou 7 ans. Comme j'étais très frêle et maladif, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire, plus quelques mots d'espagnol et 2 ou 3 airs de guitare, à l'aide desquels on m'avait fait, dans la famille, une réputation de petit prodige. Grâce à ce système d'éducation, je ne bougeais jamais de chez nous, et je pus assister dans tous ses détails à l'agonie de la maison Essette. Ce spectacle me laissa froid, je l'avoue. Même je trouvais à notre ruine ce côté très agréable que je pouvais gambader à ma guise par toute la fabrique, ce qui, du temps des ouvriers, ne m'était permis que le dimanche. Je disais gravement au petit Rouget « Maintenant la fabrique est à moi, on me l'a donnée pour jouer. » Et le petit Rouget me croyait. Il croyait tout ce que je lui disais, cet imbécile. À la maison, par exemple, tout le monde ne prit pas notre débâcle aussi gaiement. Tout à coup, M. Essette devint terrible. C'était dans l'habitude une nature enflammé, violent, exagéré, aimant les cris, la casse et les tonnerres. Au fond, un très excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l'impérieux besoin de donner le tremblement à tout ce qui l'entourait. La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, l'exaspéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui, ne sachant à qui s'en prendre, s'attaquait à tout, au soleil, au Mistral, à Jacques, à la vieille Anou, à la Révolution, oh, surtout à la Révolution.
À entendre mon père, vous auriez juré que cette révolution de 1800 et quelques qui nous avait mis à mal était spécialement dirigée contre nous. Aussi je vous prie de croire que les révolutionnaires n'étaient pas en odeur de sainteté dans la maison Essette. Dieu sait ce que nous avons dit de ces messieurs dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, quand le vieux papa Essette, que Dieu me le conserve, sans venir son accès de goutte, il s'étend péniblement sur sa chaise longue et nous l'entendons dire « Oh, ces révolutionnaires !» À l'époque dont je vous parle, M. Essette n'avait pas la goutte, et la douleur de se voir ruiné en avait fait un homme terrible que personne ne pouvait approcher. Il fallut le saigner 2 fois en 15 jours. Autour de lui, chacun se taisait, on avait peur. À table, nous demandions du pain à voix basse. On n'osait pas même pleurer devant lui. Aussi, dès qu'il avait tourné les talons, ce n'était qu'un sanglot, d'un bout de la maison à l'autre. Ma mère, la vieille Anou, mon frère Jacques et aussi mon grand frère l'abbé, lorsqu'ils venaient nous voir, tout le monde s'y mettait. Ma mère, cela se conçoit, pleurait de voir M. Essette malheureux. L'abbé et la vieille Anou pleuraient de voir pleurer Madame Essette. Quant à Jacques, trop jeune encore pour comprendre nos malheurs, il avait à peine 2 ans de plus que moi, il pleurait par besoin, pour le plaisir. Un singulier enfant que mon frère Jacques. En voilà un qui avait le don des larmes. D'aussi loin qu'il me souvienne, je le vois les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse. Il pleurait partout. Quand on lui disait « Mais qu'as-tu » il répondait en sanglotant « Mais je n'ai rien ». Et le plus curieux, c'est qu'il n'avait rien. Il pleurait comme on se mouche. Plus souvent, voilà tout. Quelquefois, M. Essette, exaspéré, disait à ma mère « Cet enfant est ridicule, regardez-le, c'est un fleuve !» À quoi Madame Essette répondait de sa douce voix « Mais que veux-tu, mon ami? Cela passera en grandissant. À son âge, j'étais comme lui. » En attendant, Jacques grandissait, il grandissait beaucoup même, et cela ne lui passait pas. Tout au contraire, la singulière aptitude qu'avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi, la désolation de nos parents lui fut une grande fortune. C'est pour le coup qu'il s'en donna de sangloter à son aise des journées entières sans que personne vînt lui dire « Qu'as-tu » En somme, pour Jacques comme pour moi, notre ruine avait son joli côté. Pour ma part, j'étais très heureux. On ne s'occupait plus de moi. J'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget parmi les ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme dans une église, et les grandes cours abandonnées que l'herbe envahissait déjà. Ce jeune Rouget, fils du concierge Colombe, était un gros garçon d'une 12aine d'années, fort comme un bœuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie, et remarquable surtout par une chevelure rouge, à laquelle il devait son surnom de Rouget. Seulement, je vais vous dire, Rouget, pour moi, n'était pas Rouget. Il était tour à tour mon fidèle Vendredi, une tribu de sauvages, un équipage révolté, tout ce qu'on voulait. Moi-même, en ce temps-là, je ne m'appelais pas Daniel Essette. J'étais cet homme singulier, vêtu de peau de bête, dont on venait de me donner les aventures, Master Crusoe lui-même. Douce folie! Le soir, après souper, je relisais mon Robinson, je l'apprenais par cœur. Le jour, je le jouais avec rage, et tout ce qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique, c'était mon île déserte, oh bien déserte. Les bassins jouaient le rôle d'océan. Le jardin faisait une forêt vierge, il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas. Rouget, lui non plus, ne se doutait guère de l'importance de son rôle. Si on lui avait demandé ce qu'était que Robinson, on l'aurait bien embarrassé. Pourtant, je dois dire qu'il tenait son emploi avec la plus grande conviction, et que pour imiter le rugissement des sauvages, il n'y en avait pas comme lui. Où avait-il l'appris? Je l'ignore. Toujours est-il que ces grands rugissements de sauvages qu'il allait chercher dans le fond de sa gorge, en agitant sa forte crinière rouge, auraient fait frémir les plus braves. Moi-même, Robinson, j'en avais quelquefois le cœur bouleversé, et j'étais obligé de lui dire à voix basse « Pas si fort, Rouget, tu me fais peur !» Malheureusement, si Rouget imitait le cri des sauvages très bien, il savait encore mieux dire les gros mots d'enfant de la rue et jurer le nom de notre Seigneur. Tout en jouant, j'appris à faire comme lui, et un jour, en pleine table, un formidable juron m'échappa et je ne sais comment. Consternation générale. « Mais qui t'a appris cela? Où l'as-tu entendu ?» Ce fut un événement.
Monsieur Essette parla tout de suite de me mettre dans une maison de correction. Mon grand frère, l'abbé, dit qu'avant toute chose, on devait m'envoyer à Confesse puisque j'avais l'âge de raison. On me mena à Confesse. Grande affaire. Il fallait ramasser dans tous les coins de ma conscience un tas de vieux péchés qui traînaient là depuis 7 ans. Je ne dormis pas de 2 nuits. C'est qu'il y en avait toute une pannerie de ces diables de péchés. J'avais mis les plus petits dessus, mais c'est égal, les autres se voyaient, et lorsqu'agenouillé dans la petite armoire de chêne, il fallut montrer tout cela au curé et de récoller, je crus que je mourrais de peur et de confusion. Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec Rouget. Je savais maintenant, c'est saint Paul qui l'a dit et le curé des Récollets me le répéta, que le démon rôde éternellement autour de nous comme un lion. Caerens quiem dévoré. Oh, ce Caerens quiem dévoré, quelle impression il me fit! Je savais aussi que cet intrigant de Lucifer prend tous les visages qu'il veut pour vous tenter. Et vous ne m'auriez pas ôté de l'idée qu'il s'était caché dans la peau de Rouget pour m'apprendre à jurer le nom de Dieu. Aussi mon premier soin, en rentrant à la fabrique, fut d'avertir Vendredi qu'il eut à rester chez lui dorénavant. Infortuné Vendredi. Cette oucase lui creva le cœur, mais il s'y conforma sans une plainte. Quelquefois je l'apercevais debout sur la porte de la loge du côté des ateliers. Il se tenait là tristement, et lorsqu'il voyait que je le regardais, le malheureux poussait pour m'attendrir les plus effroyables rugissements en agitant sa crinière flamboyante. Mais plus il rugissait, plus je me tenais loin. Je trouvais qu'il ressemblait au fameux lion Caerens. Je lui criai « Va-t'en, tu me fais horreur !» Rouget s'obstina à rugir ainsi pendant quelques jours. Puis, un matin, son père, fatigué de ses rugissements à domicile, l'envoya rugir en apprentissage, et je ne le revis plus. Mon enthousiasme pour Robinson n'en fut pas un instant refroidi. Tout juste vers ce temps-là, l'oncle Baptiste se dégoûta subitement de son perroquet et me le donna. Ce perroquet remplaça Vendredi. Je l'installai dans une belle cage au fond de ma résidence d'hiver, et me voilà, plus crusoé que jamais, passant mes journées en tête-à-tête avec cet intéressant volatile et cherchant à lui faire dire « Robinson, mon pauvre Robinson !» Comprenez-vous cela? Ce perroquet que l'oncle Baptiste m'avait donné pour se débarrasser de son éternel bavardage s'obstina à ne pas parler dès qu'il fut à moi. Pas plus mon pauvre Robinson qu'autre chose. Jamais je ne pus rien tirer. Malgré cela, je l'aimais beaucoup, et j'en avais le plus grand soin. Nous vivions ainsi, mon perroquet et moi, dans la plus austère solitude, lorsqu'un matin il m'arriva une chose vraiment extraordinaire. Ce jour-là, j'avais quitté ma cabane de bonne heure, et je faisais, armé jusqu'aux dents, un voyage d'exploration à travers mon île. Tout à coup, je vis venir de mon côté un groupe de 3 ou 4 personnes qui parlaient à voix très haute et gesticulaient vivement. « Juste Dieu, des hommes dans mon île !» Je n'eus que le temps de me jeter derrière un bouquet de lauriers roses et à plat ventre, s'il vous plaît. Les hommes passèrent près de moi sans me voir. Je crus distinguer la voix du concierge Colombe, ce qui me rassura un peu, mais c'est égal. Dès qu'ils furent loin, je sortis de ma cachette, et je les suivis à distance pour voir ce que tout cela deviendrait. Ces étrangers restèrent longtemps dans mon île. Ils la visitèrent d'un bout à l'autre dans tous ses détails. Je les vis entrer dans mes grottes et sonder avec leurs cannes la profondeur de mes océans. De temps en temps, ils s'arrêtaient et remuaient la tête. Toute ma crainte était qu'ils ne vinssent à découvrir mes résidences. Que serais-je devenu, grand Dieu? Heureusement, il n'en fut rien, et au bout d'une demi-heure, les hommes se retirèrent sans se douter seulement que l'île était habitée. Dès qu'ils furent partis, je courus m'enfermer dans une de mes cabanes et passai là le reste du jour à me demander quels étaient ces hommes et ce qu'ils étaient venus faire. J'allais bientôt le savoir. Le soir, à souper, M. Essette nous annonça solennellement que la fabrique était vendue et que, dans un mois, nous partirions tous pour Lyon, où nous allions demeurer désormais. Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait. La fabrique vendue? Eh bien, et mon île, mes grottes, mes cabanes? Hélas, l'île, les grottes, les cabanes, M. Essette avait tout vendu. Il fallait tout quitter. Dieu, que je pleurais.
Pendant un mois, tandis qu'à la maison on emballait les glaces, la vaisselle, je me promenais triste et seul dans ma chère fabrique. Je n'avais plus le cœur à jouer, vous pensez, oh non, 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 j'allais m'asseoir dans tous les coins. Et regardant les objets autour de moi, je leur parlais comme à des personnes. Je leur disais aux platanes, adieu mes chers amis, et aux bassins, c'est fini, nous ne nous verrons plus. Il y avait dans le fond du jardin un grand grenadier, dont les belles fleurs rouges s'épanouissaient au soleil. Je lui dis en sanglotant, donne-moi une de tes fleurs. Il me la donna. Je la mis dans ma poitrine en souvenir de lui. J'étais très malheureux. Pourtant, au milieu de cette grande douleur, deux choses me faisaient sourire. D'abord, la pensée de monter sur un navire, puis la permission qu'on m'avait donnée d'emporter mon perroquet avec moi. Je me disais que Robinson avait quitté son île dans des conditions à peu près semblables, et cela me donnait du courage. Enfin, le jour du départ arriva. M. Essette était déjà à Lyon depuis une semaine. Il avait pris les devants avec les gros meubles. Je partis donc en compagnie de Jacques, de ma mère et de la vieille Anou. Mon grand frère l'abbé ne partait pas, mais il nous accompagna jusqu'à la diligence de Beaucaire, et aussi le concierge Colombe nous accompagna. C'est lui qui marchait devant en poussant une énorme brouette chargée de malles. Derrière venait mon frère l'abbé, donnant le bras à madame Essette. Mon pauvre abbé, que je ne devais plus revoir. La vieille Anou marchait ensuite, flanquée d'un énorme parapluie bleu et de Jacques, qui était bien content d'aller à Lyon, mais qui sanglotait tout de même. Enfin, à la queue de la colonne venait Daniel Essette, portant gravement la cage du perroquet et se retournant à chaque pas du côté de sa chère fabrique. À mesure que la caravane s'éloignait, l'arbre aux grenades se haussait tant qu'il pouvait par-dessus les murs du jardin pour la voir encore une fois. Les platanes agitaient leurs branches en signe d'adieu. Daniel Essette, très ému, leur envoyait des baisers à tous, furtivement et du bout des doigts. Je quittai mon île le 30 septembre 1800 et quelques. Chapitre 2. Les Babarottes. Ô choses de mon enfance, quelle impression vous m'avez laissée. Il me semble que c'est hier, ce voyage sur le Rhône. Je vois encore le bateau, ses passagers, son équipage. J'entends le bruit des roues et le sifflet de la machine. Le capitaine s'appelait Guéniès, le maître-coq Montélimar. On n'oublie pas ces choses-là. La traversée dura 3 jours. Je passai ces 3 jours sur le pont, descendant au salon juste pour manger et dormir. Le reste du temps, j'allais me mettre à la pointe extrême du navire, près de l'ancre. Il y avait là une grosse cloche qu'on sonnait en entrant dans les villes. Je m'asseyais à côté de cette cloche, parmi des tas de cordes. Je posais la cage du perroquet entre mes jambes et je regardais. Le Rhône était si large qu'on voyait à peine ses rives. Moi, je l'aurais voulu encore plus large, et qu'il se fût appelé la mer. Le ciel riait et l'onde était verte. De grandes barques descendaient au fil de l'eau. Des mariniers, quéant le fleuve à dos de mule, passaient près de nous en chantant. Parfois le bateau longeait quelque île bien touffue, couverte de joncs et de saules. « Oh, une île déserte !» me disais-je dans moi-même, et je la dévorais des yeux. Vers la fin du 3e jour, je crus que nous allions avoir un grain. Le ciel s'était assombri subitement. Un brouillard épais dansait sur le fleuve. À l'avant du navire, on avait allumé une grosse lanterne et, ma foi, en présence de tous ces symptômes, je commençais à être ému. À ce moment, quelqu'un dit près de moi « Voilà Lyon !» En même temps, la grosse cloche se mit à sonner. C'était Lyon. Confusément, dans le brouillard, je vis des lumières briller sur l'une et sur l'autre rive. Nous passâmes sous un pont, puis sous un autre. À chaque fois, l'énorme tuyau de la cheminée se courbait en deux et crachait des torrents d'une fumée noire qui faisait tousser. Sur le bateau, c'était un remue-ménage effroyable. Les passagers cherchaient leur malles, les matelots juraient en roulant des tonneaux dans l'ombre, il pleuvait. Je me hâtai de rejoindre ma mère, Jacques et la vieille Anou qui étaient à l'autre bout du bateau,
et nous voilà tous les quatre, serrés les uns contre les autres, sous le grand parapluie d'Anou, tandis que le bateau se rangeait au long des quais et que le débarquement commençait. En vérité, si M. Essette n'était pas venu nous tirer de là, je crois que nous n'en serions jamais sortis. Il arriva vers nous, à tâtons, en criant « Qui vive, qui vive !» À ceux qui vivent bien connus, nous répondîmes « Amis !» tous les quatre à la fois avec un bonheur, un soulagement inexprimable. M. Essette nous embrassa lestement, prit mon frère d'une main, moi de l'autre, dit aux femmes « Suivez-moi !» Et en route, ah, c'était un homme. Nous avancions avec peine. Il faisait nuit, le pont glissait. À chaque pas, on se heurtait contre des caisses. Tout à coup, du bout du navire, une voix stridente, éplorée, arrive jusqu'à nous. « Robinson, Robinson !» disait la voix. « Ah, mon Dieu !» m'écriai-je, et j'essayai de dégager ma main de celle de mon père. Lui, croyant que j'avais glissé, me serra plus fort. La voix reprit, plus stridente encore et plus éplorée. « Robinson, mon pauvre Robinson !» Je fis un nouvel effort pour dégager ma main. « Mon perroquet !» criai-je, « mon perroquet !» « Il parle donc maintenant ?» dit Jacques. S'il parlait, je crois bien. On l'entendait d'une lieue. Dans mon trouble, je l'avais oublié, là-bas, tout au bout du navire, près de l'ancre, et c'est de là qu'il m'appelait, en criant de toutes ses forces « Robinson, Robinson, mon pauvre Robinson !» Malheureusement, nous étions loin. Le capitaine criait « Dépêchons-nous !»« Nous viendrons le chercher demain, » dit M. Essette. « Sur les bateaux, rien ne s'égare. » Et là-dessus, malgré mes larmes, il m'entraîna. Pécaïr. Le lendemain, on l'envoya chercher et on ne le trouva pas. Jugez de mon désespoir, plus de vendredi, plus de perroquet. Robinson n'était plus possible. Le moyen d'ailleurs, avec la meilleure volonté du monde, de se forger une île déserte, à un 4e étage dans une maison sale et humide, rue Lanterne. Oh, l'horrible maison! Je la verrai toute ma vie. L'escalier était gluant. La cour ressemblait à un puits. Le concierge, un cordonnier, avait son échoppe contre la pompe. C'était hideux. Le soir de notre arrivée, la vieille Anou, en s'installant dans sa cuisine, poussa un cri de détresse. « Les babarottes! Les babarottes !» Nous accourûmes. Quel spectacle! La cuisine était pleine de ces vilaines bêtes. Il y en avait sur la crédence, au long des murs, dans les tiroirs, sur la cheminée, dans le buffet, partout. Sans le vouloir, on en écrasait. Pouah! À nous, on avait déjà tué beaucoup, mais plus elle en tuait, plus il en venait. Elles arrivaient par le trou de l'évier, on boucha le trou de l'évier. Mais le lendemain soir, elles revinrent par un autre endroit, on ne sait d'où. Il fallut avoir un chat exprès pour les tuer, et toutes les nuits, c'était dans la cuisine une effroyable boucherie. Les babarottes me firent haïr Lyon dès le premier soir. Le lendemain, ce fut bien pis. Il fallait prendre des habitudes nouvelles, les heures des repas étaient changées. Les pains n'avaient pas la même forme que chez nous. On les appelait des couronnes. En voilà un nom. Chez les bouchers, quand la vieille Anou demandait une carbonade, l'étalier lui riait au nez. Il ne savait pas ce que c'était une carbonade, ce sauvage. Ah, je me suis bien ennuyé. Le dimanche, pour nous égayer un peu, nous allions nous promener en famille sur les quais du Rhône avec des parapluies. Instinctivement, nous nous dirigions toujours vers le midi, du côté de Perrache. « Il me semble que cela nous rapproche du pays, » disait ma mère, qui languissait encore plus que moi. Ces promenades de famille étaient lugubres. Monsieur Essette grondait. Jacques pleurait tout le temps. Moi, je me tenais toujours derrière. Je ne sais pas pourquoi j'avais honte d'être dans la rue, sans doute parce que nous étions pauvres. Au bout d'un mois, la vieille Anou tomba malade. Les brouillards la tuaient. On dut la renvoyer dans le Midi. Cette pauvre fille, qui aimait ma mère à la passion, ne pouvait pas se décider à nous quitter. Elle suppliait qu'on la gardât, promettant de ne pas mourir. Il fallut l'embarquer de force. Arrivée dans le Midi, elle s'y maria de désespoir. Anou partie, on ne prit pas de nouvelles bonnes, ce qui me parut le comble de la misère. La femme du concierge montait faire le gros ouvrage, ma mère, au feu des fourneaux, calcinait ses belles mains blanches que j'aimais tant embrasser. Quant aux provisions, c'est Jacques qui les faisait.
On lui mettait un grand panier sous le bras en lui disant « Tu achèteras ça et ça ». Et il achetait ça et ça très bien, toujours en pleurant par exemple. Pauvre Jacques, il n'était pas heureux lui non plus. Monsieur Essette, de le voir éternellement la larme à l'œil, avait fini par le prendre en grippe et l'abreuver de taloches. On entendait tout le jour « Jacques, tu es un butor, Jacques, tu es un âne !» Le fait est que, lorsque son père était là, le malheureux Jacques perdait tous ses moyens. Les efforts qu'il faisait pour retenir ses larmes le rendaient laid. Monsieur Essette lui portait malheur. Écoutez la scène de la cruche. Un soir, au moment de se mettre à table, on s'aperçoit qu'il n'y a plus une goutte d'eau dans la maison. « Si vous voulez, j'irai en chercher, » dit ce bon enfant de Jacques. Et le voilà qui prend la cruche, une grosse cruche de grès. Monsieur Essette hausse les épaules. « Si c'est Jacques qui va, dit-il, la cruche est cassée, c'est sûr. » « Tu entends, Jacques ?» C'est Madame Essette qui parle avec sa voix tranquille. « Tu entends, ne la casse pas, fais bien attention. » Monsieur Essette reprend. « Oh, tu as beau lui dire de ne pas la casser, il la cassera tout de même. » Ici, la voix éplorée de Jacques. « Mais enfin, pourquoi voulez-vous que je la casse ?»« Mais je ne veux pas que tu la casses, je te dis que tu la casseras, » répond Monsieur Essette, et d'un ton qui n'admet pas de réplique. Jacques ne réplique pas. Il prend la cruche d'une main fiévreuse et sort brusquement avec l'air de dire « Ah, je la casserai, eh bien nous allons voir. » 5 minutes, 10 minutes se passent. Jacques ne revient pas. Madame Essette commence à se tourmenter. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. « Parbleu, que veux-tu qu'il lui soit arrivé ?» dit Monsieur Essette d'un ton bourru. « Il a cassé la cruche et n'ose plus rentrer. » Mais tout en disant cela, avec son air bourru, c'était le meilleur homme du monde, il se lève et va ouvrir la porte pour voir un peu ce que Jacques était devenu. Il n'a pas loin à aller. Jacques est debout sur le palier devant la porte, les mains vides, silencieux, pétrifié. En voyant Monsieur Essette, il pâlit, et d'une voix navrante et faible, « Oh, si faible !»« Je l'ai cassé, » dit-il. Il l'avait cassé. Dans les archives de la maison Essette, nous appelons cela la scène de la cruche. Il y avait environ 2 mois que nous étions à Lyon, lorsque nos parents songèrent à nos études. Mon père aurait bien voulu nous mettre au collège, mais c'était trop cher. « Et si nous les envoyions dans une manécanterie ?» dit Madame Essette. « Il paraît que les enfants y sont bien. » Cette idée sourit à mon père, et comme Saint-Nizier était l'église la plus proche, on nous envoya à la manécanterie de Saint-Nizier. C'était très amusant, la manécanterie. Au lieu de nous bourrer la tête de grec et de latin comme dans les autres institutions, on nous apprenait à servir la messe du grand et du petit côté, à chanter les antiennes, à faire des génuflexions, à encenser élégamment, ce qui est très difficile. Il y avait bien par-ci par-là quelques heures dans le jour consacrées aux déclinaisons et à l'épitome, mais ceci n'était qu'accessoire. Avant tout, nous étions là pour le service de l'Église. Au moins une fois par semaine, l'abbé Micou nous disait entre 2 prises et d'un air solennel « Demain, messieurs, pas de classe du matin, nous sommes d'enterrement. » Nous étions d'enterrement, quel bonheur. Puis c'était des baptêmes, des mariages, une visite de Monseigneur, le viatique qu'on portait à un malade. Oh, le viatique! Comme on était fiers quand on pouvait l'accompagner. Sous un petit dais de velours rouge marchait le prêtre, portant l'hostie et les saintes huiles. 2 enfants de chœur soutenaient le dais, 2 autres l'escortaient avec de gros falots dorés. Un 5e marchait devant en agitant une crécelle. D'ordinaire, c'était mes fonctions. Sur le passage du viatique, les hommes se découvraient, les femmes se signaient. Quand on passait devant un poste, la sentinelle criait « Aux armes !» Les soldats accouraient se mettaient en rang. « Présentez armes, genoux, terre !» disait l'officier. Les fusils sonnaient, le tambour battait au champ. J'agitais ma crécelle par 3 fois, comme au Sanctus, et nous passions. C'était très amusant, la manécanterie. Chacun de nous avait dans une petite armoire un fourniment complet d'ecclésiastique. Une soutane noire avec une longue queue, une aube, un surplis à grandes manches roides d'empois, des bas de soie noire, 2 calottes, l'une en drap, l'autre en velours,
des rabats bordés de petites perles blanches, tout ce qu'il fallait. Il paraît que ce costume m'allait très bien. « Il est à croquer là-dessous, » disait madame Essette. Malheureusement, j'étais très petit et cela me désespérait. Figurez-vous que, même en me haussant, je ne montais guère plus haut que les bas blancs de M. Caduff, notre Suisse. Et puis si frêle. Une fois à la messe, en changeant les évangiles de place, le gros livre était si lourd qu'il m'entraîna. Je tombai de tout mon long sur les marches de l'autel. Le pupitre fut brisé, le service interrompu. C'était un jour de Pentecôte. Quel scandale! À part ces légers inconvénients de ma petite taille, j'étais très content de mon sort, et souvent le soir, en nous couchant, Jacques et moi, nous nous disions « En somme, c'est très amusant la ménécanterie. » Par malheur, nous n'y restâmes pas longtemps. Un ami de la famille, recteur d'université dans le Midi, écrivit un jour à mon père que s'il voulait une bourse d'externe au collège de Lyon pour un de ses fils, on pourrait lui en avoir une. « Ce sera pour Daniel, dit M. Essette. »« Et Jacques, dit ma mère. »« Oh, Jacques, je le garde avec moi. Il me sera très utile. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il a du goût pour le commerce. Nous en ferons un négociant. » De bonne foi, je ne sais comment, M. Essette avait pu s'apercevoir que Jacques avait du goût pour le commerce. En ce temps-là, le pauvre garçon n'avait du goût que pour les larmes, et si on l'avait consulté... Mais on ne le consulta pas, ni moi non plus. Ce qui me frappa d'abord à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. À Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouse. Il n'y a que les enfants de la rue. Les gonnes, comme on dit. Moi j'en avais une petite blouse. J'avais l'air d'un gonne. Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanèrent. On disait « Tiens, il a une blouse !» Le professeur fit la grimace et tout de suite me prit en aversion. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom. Il disait toujours « Et vous, là-bas, le petit chose !» Je lui avais dit pourtant plus de 20 fois que je m'appelais Daniel et Essette. À la fin, mes camarades me surnommèrent le petit chose, et le surnom me resta. Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon, des cahiers cartonnés, des livres neufs avec beaucoup de notes dans le bas. Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant le rance. Les couvertures étaient toujours en lambeaux, quelquefois il manquait des pages. Jacques faisait bien de son mieux pour me les relier avec du gros carton et de la colle forte, mais il mettait toujours trop de colle, et cela puait. Il m'avait fait aussi un cartable avec une infinité de poches, très commode, mais toujours trop de colle. Le besoin de coller et de cartonner était devenu chez Jacques une manie, comme le besoin de pleurer. Il avait constamment devant le feu un tas de petits pots de colle, et dès qu'il pouvait s'échapper du magasin un moment, il collait, reliait, cartonnait. Le reste du temps, il portait des paquets en ville, écrivait sous la dictée, allait aux provisions, le commerce enfin. Quant à moi, j'avais compris que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être leur égal. Et ma foi, le petit chose se mit à travailler de tout son courage. Brave petit chose. Je le vois, en hiver, dans sa chambre sans feu, assis à sa table de travail, les jambes enveloppées d'une couverture. Au dehors, le givre fouettait les vitres. Dans le magasin, on entendait M. Essette qui dictait. « J'ai reçu votre honoré du 8 courant. » Et la voix pleurarde de Jacques qui reprenait. « J'ai reçu votre honoré du 8 courant. » De temps en temps, la porte de la chambre s'ouvrait doucement. C'était madame Essette qui entrait. Elle s'approchait du petit chose sur la pointe des pieds. « Chut. Tu travailles ?» lui disait-elle tout bas. « Oui, mère. »« Tu n'as pas froid ?»« Oh non. » Le petit chose mentait. Il avait bien froid, au contraire. Alors madame Essette s'asseyait auprès de lui, avec son tricot,
et restait là de longues heures, comptant ses mailles à voix basse, avec un gros soupir de temps en temps. Pauvre Madame Essette, elle y pensait toujours à ce cher pays qu'elle n'espérait plus revoir. Hélas, pour notre malheur à tous, elle allait le revoir bientôt. Chapitre 3. Il est mort, priez pour lui. C'était un lundi du mois de juillet. Ce jour-là, en sortant du collège, je m'étais laissé entraîner à faire une partie de bar, et lorsque je me décidai à rentrer à la maison, il était beaucoup plus tard que je n'aurais voulu. De la place des terreaux à la rue Lanterne, je courus sans m'arrêter, mes livres à la ceinture, ma casquette entre les dents. Toutefois, comme j'avais une peur effroyable de mon père, je repris haleine 1 minute dans l'escalier, juste le temps d'inventer une histoire pour expliquer mon retard. Sur quoi je sonnai bravement. Ce fut M. Essette lui-même qui vint m'ouvrir. « Comme tu viens tard, » me dit-il. Je commençai à débiter mon mensonge en tremblant, mais le cher homme ne me laissa pas achever et, m'attirant sur sa poitrine, il m'embrassa longuement et silencieusement. Moi qui m'attendais pour le moins à une verte semonce, cet accueil me surprit. Ma première idée fut que nous avions le curé de Saint-Nizier à dîner. Je savais par expérience qu'on ne nous grondait jamais ces jours-là. Mais en entrant dans la salle à manger, je vis tout de suite que je m'étais trompé. Il n'y avait que 2 couverts sur la table, celui de mon père et le mien. « Et ma mère? Et Jacques ?» demandai-je étonné. Monsieur Essette me répondit d'une voix douce qui ne lui était pas habituelle. « Ta mère et Jacques sont partis, Daniel. Ton frère l'abbé est bien malade. » Puis voyant que j'étais devenu tout pâle, il ajouta presque gaiement pour me rassurer. « Quand j'ai dit bien malade, c'est une façon de parler. On nous a écrit que l'abbé était au lit. Tu connais ta mère, elle a voulu partir, et je lui ai donné Jacques pour l'accompagner. En somme, ce ne sera rien. Et maintenant, mets-toi là et mangeons, je meurs de faim. » Je m'attablai sans rien dire, mais j'avais le cœur serré et toutes les peines du monde à retenir mes larmes, en pensant que mon grand frère l'abbé était bien malade. Nous dînâmes tristement en face l'un de l'autre, sans parler. Monsieur Essette mangeait vite, buvait à grands coups, puis s'arrêtait subitement et songeait. Pour moi, immobile au bout de la table et comme frappé de stupeur, je me rappelais les belles histoires que l'abbé me contait lorsqu'il venait à la fabrique. Je le voyais retroussant bravement sa soutane pour franchir les bassins. Je me souvenais aussi du jour de sa première messe, où toute la famille assistait, comme il était beau lorsqu'il se tournait vers nous, les bras ouverts, disant « Dominus vobiscum » d'une voix si douce que Madame Essette en pleurait de joie. Maintenant, je me le figurais là-bas, couché, malade. Oh, bien malade, quelque chose me le disait. Et ce qui redoublait mon chagrin de le savoir ainsi, c'est une voix que j'entendais me crier au fond du cœur. « Dieu te punit, c'est ta faute. Il fallait rentrer tout droit, il fallait ne pas mentir. » Et plein de cette effroyable pensée que Dieu, pour le punir, allait faire mourir son frère, le petit chot se désespérait en lui-même, disant « Jamais, non, jamais, je ne jouerai plus au bar en sortant du collège. » Le repas terminé, on alluma la lampe et la veillée commença. Sur la nappe, au milieu des débris du dessert, M. Essette avait posé ses gros livres de commerce et faisait ses comptes à haute voix. Finet, le chat des Babarottes, miaulait tristement en rôdant autour de la table. Moi j'avais ouvert la fenêtre et je m'y étais accoudé. Il faisait nuit, l'air était lourd. On entendait les gens d'en bas rire et causer devant leur porte, et les tambours du Fort Loyasse battre dans le lointain. J'étais là depuis quelques instants, pensant à des choses tristes et regardant vaguement dans la nuit, quand un violent coup de sonnette m'arracha de ma croisée brusquement. Je regardai mon père avec effroi, et je crus voir passer sur son visage le frisson d'angoisse et de terreur qui venait de m'envahir. Ce coup de sonnette lui avait fait peur à lui aussi. « On sonne !»
me dit-il presque à voix basse. Restez, père, j'y vais. Et je m'élançai vers la porte. Un homme était debout sur le seuil. Je l'entrevis dans l'ombre, me tendant quelque chose que j'hésitais à prendre. C'est une dépêche, dit-il. Une dépêche, grand Dieu, mais pourquoi faire? Je la pris en frissonnant, et déjà je repoussai la porte. Mais l'homme la retint avec son pied et me dit froidement. Il faut signer. Il fallait signer. Je ne savais pas, c'était la première dépêche que je recevais. Qui est là, Daniel? Me cria M. Essette. Sa voix tremblait. Je répondis. Rien, c'est un pauvre. Et faisant signe à l'homme de m'attendre, je courus à ma chambre, je trempai ma plume dans l'encre à tâtons, puis je revins. L'homme dit. Signez là. Le petit chose signa d'une main tremblante, à la lueur des lampes de l'escalier. Ensuite il ferma la porte et rentra, tenant la dépêche cachée sous sa blouse. Oh oui, je te tenais caché sous ma blouse, dépêche de malheur. Je ne voulais pas que M. Essette te vît, car d'avance je savais que tu venais pour nous annoncer quelque chose de terrible. Et lorsque je t'ouvris, tu ne m'appris rien de nouveau, entends-tu, dépêche. Tu ne m'appris rien que mon cœur n'eût déjà deviné. C'était un pauvre, me dit mon père en me regardant. Je répondis sans rougir, c'était un pauvre. Et pour détourner les soupçons, j'ai repris ma place à la croisée. J'y restai encore quelque temps, ne bougeant pas, ne parlant pas, serrant contre ma poitrine ce papier qui me brûlait. Par moments, j'essayais de me raisonner, de me donner du courage. Je me disais, qu'en sais-tu? C'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être on écrit qu'il est guéri. Mais au fond, je sentais bien que ce n'était pas vrai, que je me mentais à moi-même, que la dépêche ne dirait pas qu'il était guéri. Enfin, je me décidai à passer dans ma chambre pour savoir une bonne fois à quoi m'en tenir. Je sortis de la salle à manger lentement, sans avoir l'air. Mais quand je fus dans ma chambre, avec quelle rapidité fiévreuse j'allumai ma lampe. Et comme mes mains tremblaient en ouvrant cette dépêche de mort, et de quelles larmes brûlantes je l'arrosai lorsque je l'eus ouverte. Je la relus 20 fois, espérant toujours m'être trompé. Mais pauvre de moi, j'eus beau la lire et la relire, et la tourner dans tous les sens, je ne pus lui faire dire autre chose que ce qu'elle avait dit d'abord, ce que je savais bien qu'elle dirait. Il est mort, priez pour lui. Combien de temps je restai là, debout, pleurant devant cette dépêche ouverte, je l'ignore. Je me souviens seulement que mes yeux me cuisaient beaucoup, et qu'avant de sortir de ma chambre, je baignai mon visage longuement. Puis je rentrai dans la salle à manger, tenant dans ma petite main crispée la dépêche 3 fois maudite. Et maintenant, qu'allais-je faire? Comment m'y prendre pour annoncer l'horrible nouvelle à mon père? Et quel ridicule enfantillage m'avait poussé à la garder pour moi seule? Un peu plus tôt, un peu plus tard, est-ce qu'il ne l'aurait pas su? Quelle folie! Au moins, si j'étais allé droit à lui lorsque la dépêche était arrivée, nous l'aurions ouverte ensemble. À présent, tout serait dit. Or, tandis que je me parlais à moi-même, je m'approchai de la table et je vins m'asseoir à côté de M. Essette, juste à côté de lui. Le pauvre homme avait fermé ses livres et, de la barbe de sa plume, s'amusait à chatouiller le museau blanc de Finet. Cela me serrait le cœur qu'il s'amusât ainsi. Je voyais sa bonne figure que la lampe éclairait à demi, s'animer et rire par moments, et j'avais envie de lui dire « Oh non, ne riez pas, je vous en prie. » Alors, comme je le regardais ainsi tristement avec ma dépêche à la main, M. Essette leva la tête. Nos regards se rencontrèrent, et je ne sais pas ce qu'il vit dans le mien, mais je sais que sa figure se décomposa tout à coup, qu'un grand cri jaillit de sa poitrine, qui me dit d'une voix à fendre l'âme. Il est mort, n'est-ce pas? Que la dépêche glissa de mes doigts, que je tombai dans ses bras en sanglotant, et que nous pleurâmes longuement, éperdus, dans les bras l'un de l'autre, tandis qu'à nos pieds Finet jouait avec la dépêche, l'horrible dépêche de mort, cause de toutes nos larmes. Écoutez, je ne mens pas, voilà longtemps que ces choses se sont passées. Voilà longtemps qu'il dort dans la terre, mon cher abbé que j'aimais tant. Eh bien, encore aujourd'hui, quand je reçois une dépêche, je ne peux pas l'ouvrir sans un frisson de terreur.
il me semble que je vais dire qu'il est mort et qu'il faut prier pour lui.